Tout à l'heure, tu parlais de formation. Bon, on va pas entrer dans le, on va pas revenir sur ce buzz. Tu as été, enfin, investir au pays a été l'objet d'un certain buzz. Est-ce que tu l'as vu venir ou alors tu as été surpris par ce buzz? Et comment est-ce que tu as fait en sorte pour pouvoir échapper aux conséquences négatives, entre guillemets? Quand on parle de développement en Afrique, beaucoup de personnes veulent le changement, beaucoup de personnes espèrent le changement, beaucoup de personnes même croient au changement, sans véritablement savoir que le meilleur moyen de croire, de vouloir, en réalité, c'est d'être le changement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mahatma Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de quelqu'un qui a décidé d'être le changement, quelqu'un qui a décidé de faire partie du changement. Bonsoir Philippe. Salut Kevin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Moi, je suis Philippe Simot, entrepreneur en Europe et en Afrique. Je suis passionné, bien évidemment, de tout ce qui a trait à l'Afrique et à l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, dans cette vidéo, nous allons principalement parler de son parcours. Okay. Ensuite, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Et enfin, nous allons parler de leadership en Afrique. On va commencer par le parcours de Philippe Simot. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton parcours depuis le Cameroun jusqu'à la France? Oui, bien sûr. Je peux commencer même à l'école primaire. J'ai fait tout mon cursus maternel, primaire, secondaire et même post-bac parce que j'ai eu mon DUT au Cameroun à l'IUT de Douala. Ouais. Avant de venir, j'ai même commencé mon année de licence avant de venir faire un cycle d'ingénieur en France. Donc, on va dire que je suis un pur produit de l'enseignement camerounais pour tout ce qui va être éducation de base. Ouais. J'ai fait une série scientifique, un bac mathématique, que j'ai fait 3 fois. Ah. J'aime bien le rappeler, oui, donc ça prouve que tout le monde peut y arriver. J'ai eu mon bac la 3e année. Et ensuite, je suis venu en France pour poursuivre mes études parce qu'il n'y avait pas la suite d'études que je voulais au Cameroun à l'époque. Parce qu'ensuite, il y a eu une filière qui a été créée en génie industriel, mais à l'époque où je partais, la filière n'était pas encore existante. Donc du coup, je suis venu en France pour étudier le génie industriel. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler comme ingénieur consultant en génie industriel dans plein de grands groupes ici, comme tout le monde connaît, EDF, Areva, tout ce qui va être dans le domaine du pétrole, Engie. Bref, donc j'ai commencé à faire pas mal de boîtes en tant que consultant. Quoi. Et pourquoi la France? Est-ce que c'est une coïncidence ou alors c'est juste une opportunité que tu as eue? Pour deux, déjà je pense que c'est la destination naturelle de par les liens historiques, il ne faut pas se mentir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays là où on a plus de Camerounais que la France. Même si les gens vont de plus en plus en Allemagne, ils vont en Allemagne parce que parfois ils n'ont pas le visa pour la France. Mais la France est naturelle à cause de la langue, je pense. Et puis surtout, moi dans mon cas, il y avait un élément majeur, c'est que ma grande sœur était déjà en France. Ok, donc ça a été plus facile pour toi. Beaucoup plus facile. J'avais un point d'attache qui permettait que je ne vienne pas dans le total inconnu. Et c'était beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un de ta propre famille qui t'accueille, qui te donne les premières règles de base pour comprendre cette nouvelle culture. Donc, tout ça a contribué. Et est-ce que tu penses que si tu n'étais pas venu en France, tu serais ce que tu es aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je serais quelqu'un d'autre. Parce que je pense que ce sont les rencontres qu'on fait qui nous forgent, les endroits dans lesquels on va. J'aurais été quelqu'un d'autre, je n'aurais pas été le même. Je ne sais pas si cette personne aurait été bien ou moins bien. Mais j'aurais été quelqu'un d'autre, forcément. Parce que c'est un peu comme si tu dis que si je n'avais pas épousé la femme que j'ai. C'est-à-dire, il y a toute une panoplie de choses qui vont se passer derrière, que tu ne contrôles pas et qui font que tu n'aurais jamais été le même. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est de comprendre que les choix qu'on fait en réalité nous tracent un chemin qui va faire que l'on va devenir la personne qu'on est. Moi, je suis très reconnaissant parce que parfois quand je rentre au pays, je revois mes camarades qui sont restés au pays et je me dis, en fait, si j'étais resté au pays, il y a des fortes chances que j'aurais eu le même mindset que... C'est vrai, que j'aurais eu le même mindset que j'aurais eu la même manière de voir les choses, j'aurais abordé les problèmes de la même manière. Et parfois je me dis heureusement que j'ai pu sortir parce que quand tu voyages, c'est l'un des avantages du voyage, ça t'ouvre l'esprit, c'est-à-dire que tu vois les choses de manière totalement différente. Tu n'as plus que ta vision locale du monde. Et moi j'ai pas mal voyagé et ça m'a permis vraiment
de voir le monde différemment. Et ça, c'est bien. D'accord. Et est-ce que tu penses que est-ce que tu as toujours rêvé d'être ce que tu es aujourd'hui, d'être quelqu'un qui allait être un consultant dans le domaine industriel, être un entrepreneur par exemple aujourd'hui? Enfin, est-ce que tu as toujours rêvé d'être ce que tu es aujourd'hui? J'ai toujours voulu être entrepreneur depuis tout petit. Parce que pour moi, l'entrepreneur, le salarié, je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout petit, c'était pas le truc qui me faisait énormément rêver. Parce que je suis peut-être quelqu'un je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui croit à ses idées. Et je me rendais bien compte, même petit, hein, que c'est celui qui dirige qui, en fait, impose ses idées. C'est-à-dire que la plupart du temps, même en classe, c'est-à-dire quand tu as une idée, c'est le maître qui décide si on va faire ça ou pas. Quand tu as le prof en face de toi, c'est-à-dire qu'il y a toujours une autorité tutélaire qui décidait de ce que l'on faisait. Et pareil, en entreprise, j'ai fait des stages, même quand j'étais au pays. Et je voyais bien que c'est toujours le mec qui est au-dessus qui décide de valider ou pas l'idée que tu as. Même si ça peut être la plus brillante des idées, il y a toujours quelqu'un qui va décider. Et donc, je me disais que ça peut être intéressant que je sois la personne qui décide, justement. Et donc, pour ça, il fallait être chef d'entreprise. Donc, depuis petit, finalement, mais je me rappelle même bien, hein, ça c'est drôle, parce que quand je faisais mon entretien pour avoir le visa, on m'avait posé la question, hein, très clairement. Qu'est-ce que tu vas faire après tes études? La fameuse question piège. Et tu dis, ouais, je vais rester en France, je vais me marier. Non, mais je leur avais dit en toute sincérité que moi, je vais en France pour étudier, avoir des compétences et revenir créer ma société au Cameroun. D'accord. Je leur avais dit ça, vraiment. Donc, pour dire que c'est vraiment quelque chose qui était dans ma tête depuis très longtemps, de se dire que tu allais aller en Europe pour un temps, apprendre ce que tu avais à apprendre et revenir give back. Et donc, on comprend bien que la partie salariée, c'était juste une escale dans ton voyage. Tout à fait, tout à fait. Je le dis toujours, le salariat, même si les gens ont l'impression que je critique le salariat. On va en parler tout à l'heure. Le salariat, c'est super utile pour deux raisons. Mais on va en parler. On va en parler tout à l'heure. On parlera du salariat. Donc, non. Je savais bien que je serais salarié un temps, mais que c'était pour un temps. Et le piège avec ça, en réalité, c'est que beaucoup de gens disent ça. Mais ce temps-là devient éternel. C'est-à-dire que quand tu as été dedans, que tu as trouvé une sorte de confort parce que tu es rémunéré, tu pourvois à tes besoins, tu as un certain équilibre, tu n'es plus à la merci de la première facture qui va tomber, tu peux te dire, ok, c'est bien, c'est pépère ici, je bougerai mais plus tard. Et le plus tard ne vient pas. Ne vient jamais. Voilà. D'accord. Donc heureusement que j'ai su à un moment donné sortir aussi de cette phase pour aller vers une autre mise en danger. D'accord. Et on peut donc comprendre que la transition salarié, entrepreneur, s'est faite de manière un peu plus naturelle parce que c'est quelque chose que tu avais déjà prémédité, on va dire, avant de venir en France, c'est bien ça? Oui, je pense que beaucoup d'Africains, en réalité, quand ils viennent en Europe, se voient être des entrepreneurs. Il faut se dire la vérité. Je veux dire, la plupart des gars que je connais, même de ma promo ici en école d'ingénieur, se rêvaient entrepreneurs. Beaucoup. Peut-être même que toi, tu te rêves entrepreneur. La plupart des Africains, voilà, se rêvent d'être entrepreneurs. Et il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe donc à un moment donné pour que tous ces gens-là, qui ont le même but, la même ambition, qui n'y aillent pas? Mais je pense que c'est parce que, parfois moi je pense que ce sont des rencontres. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube, parce que j'espère que ma chaîne YouTube va servir de lieu de rencontre. C'est-à-dire que quelqu'un va m'écouter un jour, il va se dire, en fait c'est le déclic qui me manquait. Et on a eu beaucoup de cas comme ça. Yes. Des gens qui m'ont écouté, juste après une vidéo, ils ont lancé un projet, certains ont démissionné, ils sont partis. Et ça, je suis très fier de ça, parce que, au fond, c'est ce déclic que moi j'ai eu un jour dans ma vie. Je savais bien que je voulais entreprendre. J'avais même commencé déjà à faire 2-3 petits trucs comme tout le monde au pays, acheter un terrain, X, Y, Z. Mais en fait, c'était un mode dans lequel je serais resté très longtemps. Ok. Jusqu'au jour où moi aussi j'ai fait une rencontre d'un gars qui était sorti de mon école, qui était aussi, qui lui avait créé sa propre société de conseil. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que j'étais salarié. Ok. Ensuite, je suis devenu, j'étais salarié consultant. Ok. Mais ma première boîte que j'ai créée, c'est quand j'ai démissionné de ma position de salarié consultant pour devenir consultant indépendant. Parce que du coup, c'est quand même une prise de risque qui est que je n'ai plus un revenu qui va être assuré tous les mois. Et ça, c'est la grosse peur de beaucoup de gens. C'est que tu es ingénieur, tu bosses même bien, mais tu as peur en te disant « Ouais, mais si je quitte, si je me lance, peut-être que je vais tout perdre et quand je serai au chômage. » Et donc, ces petites craintes-là nous maintiennent tous finalement un peu prisonniers d'un système. Et donc, jusqu'à ce que moi, j'ai fini par me dire « Non, il faut que je me lance. » Je peux faire quelque chose de différent, je peux faire quelque chose de mieux. Et donc, quand il a fallu... Mais j'étais quand même bloqué par la réalité. J'ai des factures, ainsi de suite. Jusqu'au jour où j'ai discuté avec ce gars qui m'a servi de déclic. Parce que lui, il a été passé par là. Il était ingénieur, on a fait la même école d'ingénieur. C'était pas le meilleur de sa promo.
Et pourtant, ce gars-là, comment ça se passe? Tu racontes rapidement l'anecdote. On se voit, parce que du coup, j'ai un pote à moi qui est béninois et qui voyait que je m'intéressais de plus en plus à l'entrepreneuriat. Il me dit, écoute, tu sais quoi, je vais te présenter un de mes promotionnaires, un Camerounais. J'entendais parler du gars, mais je ne l'avais jamais vu. Et donc, le jour arrive et il me dit, en plus, lui, chaque fois qu'on le voit, c'est lui qui paye à manger. C'est-à-dire que c'est le boss, quoi. Il dit, ouais, lui, il est devenu entrepreneur. Tu vois tout de suite l'image du gars entrepreneur qui paye toutes les factures. Ok, bon. Et le midi où on devait se voir, juste avant de sortir, mon patron m'appelle pour me dire, j'ai besoin que tu fasses un dossier urgent. Tu vois encore les contraintes du salariat. C'est-à-dire que... et le gars ne me demandait jamais ça. Et tu vois, comme c'est le gars qui ne te demande jamais ça, le seul jour où il est bloqué, tu ne peux pas dire non. Tu vois, donc tu dois le faire. Et pourtant, le gros rendez-vous que tu voulais voir, le gars qui allait t'expliquer comment faire pour se lancer en entrepreneuriat, tu vas le rater. Donc, du coup, je fais ce que mon patron me demande de faire. Et quand j'ai fini, les gars sont déjà au niveau du dessert. Je décide quand même de les rejoindre. Et en 10 minutes, entre le moment du restaurant, parce que quand j'arrive au restaurant, pareil, je vois que c'est lui qui est en train de payer pour tout le monde, donc je rigole. Sur le chemin du retour du restaurant, il se lance une conversation entre lui et son promotionnaire, mon pote. Okay. Et là, je l'entends lui dire, ouais, là, j'ai un poste à 60 000 €. Et son pote qui est son promotionnaire lui dit, ah ouais, je t'envoie mon CV tout de suite. Et là, je me dis, il y a quelque chose de bizarre quand même. Mec, c'est ton promotionnaire. Vous avez fait la même école, vous avez tu es même plus diplômé que lui, parce que le pote béninois, après nos études d'ingénieur, il est allé au Canada se spécialiser, il est revenu en France faire HEC. Donc le gars est bardé de diplômes. Et il est en train de courir pour déposer son CV chez son promotionnaire. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, je suis vraiment, pour le coup, vraiment intéressé par ça. Je lui dis, attends. Et là, j'entre dans la conversation. Explique-moi ton truc, en fait. Comment tu fais pour payer ton promotionnaire? Il me dit, mais on a des postes à 60 000 €, j'en ai plusieurs. Et donc là, il m'explique donc comment est-ce qu'il s'est lancé et tout, en faisant comprendre qu'en fait, l'une des composantes essentielles dans l'entrepreneuriat, on n'en parle pas assez, c'est le courage. On parle beaucoup de business plan, de tout ce que tu veux. Mais je crois que l'une des composantes essentielles pour réussir en business, c'est le courage. Et toi, dans ton cas, est-ce que la transition a été facile? Parce que pour certaines personnes, c'est un peu plus facile. Ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils ont des contrats, ça passe tout crème. Est-ce que toi, dans ton cas, ça a été facile? Ça a été... Aujourd'hui, à le recul, je dirais que c'est facile. Mais ça a été difficile sur le coup. Parce que quand je viens de discuter avec lui, je monte et j'appelle ma femme, je lui dis, je vais démissionner. Tu vois, moi, je suis un fonceur. Hein, c'est-à-dire, je suis le genre de gars qui prend le temps pour prendre une décision. Mais dès que je la prends, je ne bouge plus. Ou du moins très difficilement. Donc, du coup, je prends la décision là sur le coup de démissionner. J'appelle ma boîte pour leur dire, écoutez, je vais arrêter. Ils sont choqués. Mais comment ça, tu vas arrêter et tout? Je lui ai dit, non, moi, je veux me lancer comme consultant indépendant et tout. Ils me disent, ok. Ils me proposent une augmentation de 1 000 € brut. Par mois. Ah, par mois. Par mois. Pour me maintenir. Et tu vois, c'est le truc qui te fait réfléchir. Ouais, bien sûr. 1 000 €. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme comme augmentation. Mais après, je me pose une question que le gars m'avait aussi dit. Il m'avait dit, tu sais, Philippe, même si je n'ai pas de mission aujourd'hui, je ne peux pas retourner dans le salariat. Parce qu'en fait, entrepreneur, c'est d'abord un mode de vie. Et ça m'avait marqué. Parce que je me suis posé la question en me disant, mais pourquoi est-ce que je veux devenir entrepreneur en fait? Parce que si c'est juste pour l'argent, là, je vais gagner beaucoup plus d'argent. Mais je reste dans le même système. J'ai décliné leur offre en disant non, c'est bon, je vais me lancer. Malchance pour moi, le client, je suis allé le voir pour lui dire écoute, moi je vais quitter ma boîte pour me lancer en consultant indépendant et j'ai des gens qui me proposent des missions. Il m'a dit tu restes ici. Je lui ai dit si tu veux que je reste ici, il faut que tu gères avec ma boîte parce que vous avez des accords. Il me dit je m'en occupe. Il est allé voir la boîte a très mal pris. Il m'a envoyé un courrier au tribunal pour me poursuivre en justice en disant que j'avais concurrence déloyale, tout ce que tu veux. Et là, pour le coup, je suis allé voir, heureusement parce que j'avais déjà prévu mon coup, j'étais allé voir un avocat qui m'a expliqué que non, c'est de la menace, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc mon avocat a rédigé un courrier, réponse. Bon, juste aujourd'hui, je n'ai jamais eu de retour après ce courrier. Pour te dire que finalement, je suis resté dans cette boîte-là. Donc finalement, j'ai eu une transition assez douce entre salariat et consultant indépendant parce que je restais dans la même boîte. Par contre, du jour au lendemain, je suis passé de 3 700 à 12 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc, beaucoup plus que les 1 000 € bruts, mais ça venait valider un risque que j'avais pris aussi. Ouais. Et aujourd'hui, tu es le CEO d'Investir au pays, qu'on ne présente plus. Wow. Donc, quelque part, on peut dire que tu avais raison de te lancer. Oui, aujourd'hui, on va dire qu'effectivement, j'avais eu raison de me lancer, parce qu'au bout d'un temps, c'est ce qui est drôle, c'est qu'au bout d'un temps, j'avais beau gagner cette somme-là tous les mois, Investir au pays grandissait, et il a fallu que je lâche ce boulot-là en me disant, ok, de toute façon, maintenant,
La boîte est suffisamment mature, je vais me lancer là-dedans à fond pour pouvoir... Mais j'avais démissionné, donc je n'avais pas droit aux aides, j'ai jamais eu de... Et donc du coup, je me suis lancé vraiment comme ça. Qu'est-ce qui t'amène à mettre en place Investir au pays? C'est quoi la vision que tu avais en lançant Investir au pays? Ben, c'était un peu celle qui me nourrissait moi. C'était celle d'être conscient que la diaspora veut faire des choses pour l'Afrique, que l'Afrique a réellement besoin de la diaspora, et que malheureusement, entre les deux, il y a une sorte de méfiance. En Afrique, on critique beaucoup la diaspora, ce sont des gens hautains, ce sont des gens X, Y, Z. Et la diaspora a une image un peu rétrograde de l'Afrique parce qu'elle la voit au travers des médias. Et donc moi, mon objectif, c'était de me dire, ok, je vais peut-être être la personne qui va réconcilier ces deux-là en leur permettant de voir l'un ce qu'il peut apporter à l'autre et l'autre ce qui lui manque et qu'il peut recevoir de l'autre. Donc Investir au pays est né de la volonté de permettre à la diaspora africaine de devenir un acteur du développement du continent. Parce que je suis convaincu aujourd'hui que sans la diaspora, on ne peut pas développer l'Afrique. D'accord. Et c'est quoi ta vision à court terme, moyen terme et long terme pour investir au pays? Oh, aujourd'hui, Investir au pays, ça commence à être quand même quelque chose de plus conséquent. On a une antenne Investir au pays Cameroun, on a une antenne Investir au pays Côte d'Ivoire. Là, on est en train de travailler sur Investir au pays Sénégal. Donc, on est vraiment dans la logique de créer des... Parce qu'en fait, je t'explique. Quand on a créé Investir au pays, le but c'était de former des gens en Europe pour qu'ils puissent lancer des business. Et au bout d'un certain nombre de temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique qui nous arrangeait parce que c'était ça la suite, l'étape d'après, c'est que les gens se disaient, ok, moi j'ai fini d'être formé, mais j'ai du mal à implémenter mon projet au pays. J'ai besoin des personnes de confiance et je n'ai peut-être pas confiance en ma famille. Je ne veux pas que ma famille sache ce que je fais. Je ne veux pas mêler mes relations familiales au business. Et donc nous, on a donc décidé maintenant, quand on va au pays, de devenir un peu l'homme de confiance des gens de la diaspora. Donc si quelqu'un dans la diaspora veut construire au pays, on le fait pour lui. On a des architectes, des ingénieurs dans la boîte. Si quelqu'un veut lancer un projet d'élevage, on le fait. On a des ingénieurs agronomes. On a tout ce qu'il faut en interne pour pouvoir permettre aux gens de la diaspora d'investir de manière safe. Et ce qui est bien, c'est que comme je suis un gars de la diaspora, je comprends les codes de la diaspora. Je sais ce qui est important pour la diaspora, que quelqu'un qui est au pays va peut-être négliger et pourtant qui peut faire une vraie différence dans la relation commerciale. Donc on se positionne vraiment aujourd'hui comme étant la société qui va permettre à la diaspora d'investir de manière sécurisée en Afrique. Et aujourd'hui, ça commence à prendre. Donc pour te dire, à long terme, on veut faire exploser ça partout en Afrique, même en Afrique anglophone, parce que les problèmes de la diaspora francophone sont les mêmes que la diaspora anglophone. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de formation. Bon, on va pas entrer on va pas revenir sur ce buzz. Tu as été, Investir au pays a été l'objet d'un certain buzz. Est-ce que tu l'as vu venir ou alors tu as été surpris par ce buzz? Et comment est-ce que tu as fait en sorte pour pouvoir échapper aux conséquences négatives, entre guillemets? Non, est-ce que je l'ai vu venir? Non. C'est-à-dire, rien ne préméditait ça. Parce que ce qui est fort dans ce genre de truc, c'est qu'il y a énormément de mensonges, énormément de calomnies. Mais si tu viens pour expliquer, c'est comme si tu te mettais au tribunal, tu vois. C'est ça qui est très sensible avec ce genre de choses, c'est que les gens t'accusent de plein de choses. Mais ce qui est bien avec ça aussi, c'est que ça te permet de te restructurer. Parce qu'au final, on s'est rendu compte que même s'il y avait énormément de mensonges, énormément de ceci, certaines personnes avaient pu dire des choses parce que de l'autre côté, il y avait des failles. Il faut le reconnaître. Donc du coup, on a travaillé beaucoup plus carré. De telle sorte que de tels événements n'aient pas à se reproduire. Mais c'est sûr que quand un bad buzz arrive comme ça reste du buzz. Il faut vous le préciser. Pendant cette période-là, on a eu une grosse croissance. On a eu une grosse croissance sur nos réseaux. Et puis pour nous, très honnêtement, ça fait du bien parce que ça nous a permis de filtrer aussi notre audience. Nous, on n'a pas besoin des moutons. Parce que, je veux dire, il suffisait juste de se poser 2-3 questions et d'analyser pour se rendre compte que c'était un tissu de mensonges. Et je le répète, si une entreprise vous arnaque, c'est pas sur YouTube que vous allez chercher la justice. Vous allez au tribunal, vous portez plainte. Donc jusqu'à preuve du contraire, on n'a reçu aucune plainte ici de personne et on est beaucoup de mois après. Voilà, des gens qui ont juste trouvé qu'Internet était un tribunal et il fallait aller sur Internet pour se répandre. Mais je le dis officiellement, nous en revanche, on a porté plainte. Et il y a des procédures qui sont en cours. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que si vous vous sentez délaissé par une entreprise, allez au tribunal de commerce, allez au tribunal compétent pour pouvoir obtenir justice. Et non, ça a été un mal pour un bien, parce que ça nous a permis aussi, comme je disais, de nous restructurer. Mais derrière aussi, de voir avec qui on marchait. Parce que c'est très drôle, hein, mais tu as des gens que tu estimais, des gens, trucs, et pendant cet événement-là, tu te rends compte qu'en fait, ce sont... Parce que si tu veux, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup marqué à cette époque, je l'avais même postée, je ne sais plus de qui disait que si quelqu'un croit aux mensonges qu'on dit sur vous sans avoir votre version, c'est juste quelqu'un qui attendait une occasion d'être contre vous.
C'est tout. C'est-à-dire que si on vient me dire aujourd'hui que, ah, mais oui, monsieur Wonder, monsieur Kevin Wonder a fait XYZ, si mon penchant naturel, c'est d'y croire, tu vois, ça prouve que quelque part, je croyais Kevin capable de ça. Tu vois ce que je veux dire? Si on vient me dire, ah ouais, mais Kevin, lui, c'est un gars qui a 4 femmes, qui tape toutes ses femmes à la maison, il des enfants. Si je crois ça, c'est qu'en fait, je vais me dire, en fait, en réalité, au fond de moi, je pensais que c'est un gars qui peut faire ça. Par contre, si ça me paraît être illogique, je vais me dire, attendez, il faut aller voir Kevin. C'est quoi cette histoire? J'entends dire que ce qui est la démarche, à la limite, amicale qu'on devrait avoir. Et donc, au lieu d'avoir une démarche aussi naturelle, on a vu des gens qui sont partis en conclusion. Et bon, tout ça, ça te permet aussi de mûrir en tant qu'homme, parce que tu te rends compte qu'il faut faire très attention dans le business avec qui tu marches. Ouais, on est déjà arrivé pratiquement à la fin de cette première partie, mais j'ai quand même une dernière question à te poser. On sait que sur investir au pays, on prône l'entrepreneuriat. À telle enseigne que certaines personnes pourraient penser que l'entrepreneuriat, c'est le seul moyen de réussir, on va dire ça entre guillemets. Est-ce que tu penses que tout le monde va être entrepreneur? Est-ce que tu penses que tout le monde veut être entrepreneur? Est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Alors, c'est une très bonne question parce que beaucoup de gens se trompent toujours là-dessus. Est-ce que tout le monde va être entrepreneur? Non. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut savoir ce qu'on appelle être entrepreneur. En réalité, c'est parce qu'on est en Europe qu'on se permet le luxe de se poser ce type de questions. Quand nous vivons en Afrique, dans un continent sur lequel il y a très peu de boulot, vous ne vous posez pas la question de savoir si tout le monde peut être entrepreneur, vous entreprenez. Vous avez votre petit commerce au marché, vous avez votre petite boutique. Même ceux qui ont un boulot, à cause de la précarité de l'emploi, lancent des activités en parallèle. Pour dire qu'en Afrique, on a le plus grand nombre d'entrepreneurs dans le monde entier, même si, à contrario, ce sont des entrepreneurs de subsistance, c'est-à-dire qui ne parviennent pas à développer leur business. Mais ce sont des entrepreneurs, ils n'ont pas un revenu qui leur est garanti par un contrat salarial à la fin du mois. Et donc moi je dis souvent aux gens que ceux qui ont le loisir de dire tout le monde peut être entrepreneur, c'est parce qu'ils partent du principe qu'ils ont un salaire qui est là. Et parce qu'ils ont déjà ce salaire, ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais prenez ces personnes, jetez-les en Afrique, mettez-les dans un endroit là où il n'y a personne pour les aider à se débrouiller, ou aucun contrat stable. Ils vont se découvrir un potentiel qu'ils n'imaginaient pas, parce qu'ils vont devoir survivre. Maintenant, moi, mon rôle, il faut bien qu'on le comprenne, sur Investir au pays, c'est d'inciter les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que je crois qu'on en a besoin pour le continent. Mais je sais pertinemment que très peu de personnes vont le faire. Aujourd'hui, on a une audience énorme, on a plus d'1 million d'abonnés, mais je ne pense pas qu'il y ait 2% des personnes qui nous suivent qui sont déjà entrepreneurs. Mais ce sont des gens qui, comme moi il y a quelques années, ont quelque chose en tête, qui trottinent. Et pour certains, ils vont sauter le pas cette année. D'autres l'ont fait l'année dernière, d'autres vont le faire dans 5 ans, d'autres dans 10 ans, ou d'autres jamais. Parce que c'est comme nos oncles qu'on a ici qui nous disent depuis 20 ans qu'ils vont rentrer au pays. Ils disent, dans leur tête, il y a le je vais rentrer au pays, mais on sait que malheureusement, c'est leur cadavre qui va rentrer au pays parce qu'ils ne vont jamais rentrer. Et donc moi, mon rôle, simplement, c'est d'être un peu comme cette voix dans le désert, pour faire une allusion biblique, qui prêche, qui annonce un message. Et ceux qui vont se sentir touchés par ce message vont se lever, et les autres vont continuer leur vie. Je propose qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve dans la deuxième partie pour la suite de cette interview.